S'agissant précisément de la question que vous soulevez, je veux dire que nous avons tous à constater en tant que citoyens gabonais, et moi en tant qu'acteur politique en plus, à constater que finalement les Gabonais, dans le décryptage des situations critiques, ont souvent tendance à cristalliser leur regard sur un seul aspect, parfois même périphérique. En l'occurrence, le dialogue national, c'est sur la base de 38 000 propositions formulées par des Gabonais de toutes origines, de toutes tendances, qui ont donc envoyé des contributions. Il en a résulté au bout d'un mois de travaux suivis 1 millier de propositions, de recommandations. Ce qui est aberrant, c'est de constater qu'au lendemain de la fin de ce dialogue politique inclusif, dialogue national inclusif, il n'y a une seule de ces recommandations qui est largement, abondamment et abusivement commentée. On aurait donc l'impression que finalement, la préoccupation tirée des 38 000 propositions formulées par les Gabonais par rapport à la situation critique du pays ne reposerait que sur l'endos des partis politiques, qui auraient donc supposément la responsabilité de tout le dérapage, tout le ratage historique, politique, économique dans ce pays. Je refuse de croire que ce soit cela que les Gabonais ont en tête. Et je veux dire que vous aussi, vous les communicateurs, vous avez une responsabilité infinie sur la manière dont on traite l'information dans ce pays. Alors, que la décision vers laquelle on s'orienterait porte sur une suspension éventuelle des partis politiques ou sur la dissolution de ceux-ci, cette décision, cette orientation, elle est à contre-courant du processus démocratique auquel nous adhérons. Je veux vous rappeler en cela que le 4 septembre 2023, ce jour-là, lorsque le président Oligui a prononcé son discours, il a bien pris l'option d'indiquer que la vie démocratique se poursuivait normalement et qu'il n'y avait pas du tout, comme cela se passe ailleurs après les coups d'État militaires, il n'y avait pas du tout à craindre que les partis politiques, que la vie démocratique soit arrêtée. Et donc, si l'on tient compte en plus du fait que les avis du dialogue national sont des recommandations, de simples recommandations, alors je refuse de croire que l'on retienne, on aille à retenir uniquement cette option, cette opinion formulée par quelques dialogue national qui viserait à mettre les problèmes du Gabon sur le dos des partis politiques. Je confirme que les partis politiques ont été, pendant les 34 ans qui viennent de s'écouler après la conférence nationale, ont été les sentinelles de la démocratie. Maintenant, que l'on considère que dans les modalités de fonctionnement, certains partis politiques disposant d'un récépissé délivré par l'administration, par le gouvernement, que certains partis politiques ne répondent pas aux exigences contenues dans la loi sur les partis politiques, peut parfaitement reconnaître que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des cultes, le ministre des libertés publiques, le ministre donc des partis politiques, a tout à fait le droit, lorsque cela s'impose, d'interpeller tel ou tel au travers de son administration pour constater que tel parti ne remplit pas les conditions pour fonctionner conformément au récépissé qui lui a été délivré. À ce moment-là, on peut prononcer une suspension et même une dissolution sans pour autant profiter de l'élan porté par ce dialogue national inclusif qui est normalement un grand moment de catharsis. Les Gabonais se rencontrent, ils se parlent, ils discutent, ils confèrent ensemble et ils décident de tracer le sillon pour le nouveau Gabon auquel nous aspirons tous. Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Et puis, la démocratie, c'est ce système politique que tout le monde croit être le meilleur, le plus facile, le plus compréhensible, le plus juste.
Mais la démocratie, c'est aussi ce système qui est le plus rigoureux, en principe. Ce n'est ni l'anarchie, c'est-à-dire le désordre absolu, ni la dictature. En démocratie, on convient ensemble de faire ensemble, d'aller dans la même direction, de respecter la loi et l'ordre. Et voyez-vous, le vote de la loi ne découle pas du chaos. On part d'un point précis, d'une réflexion précise, d'une idée précise, et on formule le texte, les textes qui vont être après transformés en loi. En l'occurrence, si nous sommes dans la démocratie, on ne peut pas concevoir la démocratie lorsqu'on traite de la question des élections politiques sans disposer d'un code électoral, d'une loi électorale. C'est cet exercice qui a été réalisé dans le courant de la semaine. Et dans cet exercice, il y a un lien entre ce que le gouvernement met sur la table de l'Assemblée nationale du Sénat, donc des parlementaires, et il y a le travail que fournissent les parlementaires pour faire en sorte que les projets de loi présentés par le gouvernement, à la fin, lorsque l'Assemblée et le Sénat votent, ils soient en conformité avec le rêve national, le rêve général des Gabonais, à savoir disposer d'une loi électorale à laquelle tout le monde adhère, avec des principes cohérents, suivant le processus dans lequel nous sommes, suivant également les principes démocratiques auxquels nous adhérons tous. Le code électoral que nous avons voté, et j'ai voté, même si les médias, comme vous dites, ont diffusé la liste de ceux qui n'auraient pas voté, parce que cela passerait aux yeux de ces médias, je mets entre guillemets, pour des héros. Tant mieux, ils sont 13, nous sommes 98. Et nous avons été nommés par la même autorité. Maintenant, la liberté d'opinion, elle est acquise. Je peux également peut-être éclairer un peu ce qu'est le travail parlementaire. Nous recevons un projet de loi du gouvernement, présenté par le ministre de l'Intérieur en l'occurrence. Nous le recevons, nous l'examinons. Et nous recevons en audition le ministre de l'Intérieur. Il vient expliquer, présenter les orientations et les avis du gouvernement. Mais les députés ne sont pas aux ordres, ils n'obéissent pas aux ordres. Même si nous avons tous été nommés, nous examinons, nous discutons et nous convenons. Lorsqu'on est des démocrates et le gouvernement et les députés en l'occurrence conviennent qu'il faut toiletter ce texte de telle manière que lorsqu'il est voté, il soit conforme aux attentes et du gouvernement et des parlementaires, mais surtout aux attentes du peuple gabonais. Dans le cadre de la transition, nous avons besoin d'avoir des lois toilettées. C'est cela aussi la restauration des institutions. Donc, pendant 2 semaines, la commission des lois a mis en place une commission ad hoc qui a été chargée de réécrire, de réexaminer cette proposition, ce projet de loi du gouvernement. Ce travail a été fait. Il a été fait convenablement, rationnellement, utilement. Et lorsqu'on est des démocrates, c'est le cas en ce qui me concerne, dès lors que les députés se sont saisis de ce texte présenté par le gouvernement et qu'ils l'ont toiletté, qu'ils l'ont mis aux normes conformément à l'idéal républicain, à l'idéal démocratique gabonais, alors, dans ce processus, in fine, les députés réunis en commission générale votent le texte sur lequel ils ont travaillé. Je rappelle d'ailleurs, entre guillemets, que pendant les 2 semaines des travaux de cette commission ad hoc, constituée de députés membres de l'Assemblée nationale, cette commission ad hoc a auditionné plusieurs notables, leaders politiques, représentants de diverses corporations, y compris les corps intermédiaires. Et c'est sur cette base-là que la commission générale, en plénière, c'est-à-dire la réunion de tous les députés, ceux qui étaient pour ou contre, ceux qui étaient proches de l'abstention, on se met d'accord et on vote démocratiquement. La démocratie, c'est la moitié des voix plus une. En l'occurrence, c'est pratiquement 80 voix pour. Et c'est sur cette base-là que ce texte passe devant le gouvernement. Voilà, que le vote solennel a lieu en plénière de l'Assemblée nationale. C'est passé à la télévision. Et le vote s'est fait publiquement.
si on est tous démocratiques, y compris le peuple gabonais, alors on doit convenir que cette loi électorale ne mérite pas qu'on s'attarde encore sur un débat qui serait en incohérence totale par rapport aux principes et aux usages démocratiques et républicains. Maintenant, le problème, c'est qu'on est au Gabon, avec peut-être le format organisationnel qui est le nôtre, on aime bien l'emphase, c'est-à-dire qu'on met l'accent, alors qu'une loi aussi importante a été votée, on met l'accent sur les 13 qui ont voté contre, et on ne regarde pas les 85 qui ont voté pour. Les 85 qui ont voté pour. C'est quand même un problème. Et c'est à ce niveau-là que je vous dis, vous, les communicateurs, c'est votre rôle aussi, d'éduquer, de participer à éduquer, de vous saisir de tout cela comme autant de matière pour améliorer, pour soigner, pour performer, rendre performant ce processus dans lequel nous sommes engagés en vue de réaliser la transition et l'essor vers la félicité tel que nous le proclamons tous. Tenter de répondre en prenant en compte les différents éléments d'ancrage de votre questionnement. Mais je vais le faire en vous donnant à la fois ce qu'est mon opinion personnelle, mais également mon regard en tant qu'acteur politique, en tant que cadre de ce pays, en tant que citoyen de ce pays. D'abord, premièrement, je crois qu'aucune nation, aucun pays, aucun peuple ne se constitue sans s'ouvrir aux autres. Même les langues que nous parlons, nos langues nationales, dans ce qu'on appelle les groupes ethniques, nos langues sont truffées d'emprunts. Il n'y a pas une langue qui soit unique, qui s'appartienne uniquement, qui s'est développée, qui a évolué uniquement de manière endogène. Il y a toujours ces emprunts. Parce que les humains, depuis que l'humanité existe, les humains se côtoient. Les humains migrent, les humains échangent avec les autres. Les humains organisent des relations commerciales, des relations économiques, et y compris des relations politiques. Donc notre pays n'est pas à l'abri de ce processus. Et notre pays a une histoire, à la fois l'histoire ancienne, ancestrale, mais il y a également l'histoire récente tirée de la colonisation. Au travers de la colonisation, le Gabon, dans les frontières qui sont les nôtres aujourd'hui, vous imaginez bien que lorsqu'on regarde la carte du Gabon avec des contorsions, des pics, et puis des descentes, et puis le Gabon n'existe pas dans l'Antiquité, n'existe pas dans l'histoire telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Mais nous acceptons l'augure de ce que l'histoire étant en marche, y compris les héritages de la colonisation, nous devons absolument les porter avec nous et les considérer comme étant des acquis. Quand un Gabonais, depuis l'école primaire, on nous apprend à dessiner la carte du Gabon et on se met là-dedans. Mais l'histoire coloniale, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Que nous avons des peuples qui sont partis d'Europe, donc de très loin, qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, qui sont venus sur le continent et qui ont décidé que cet espace-là s'appelle Gabon. Et que l'autre, un peu plus bas, s'appelle Congo. Et que plus haut, ça s'appelle Cameroun, Guinée, et ainsi de suite. Et donc, nous nous sentons fiers d'appartenir au territoire qui se définit à travers les frontières un peu incertaines que nous considérons comme étant notre pays. Il faut toujours vous rappeler que le congrès de Berlin, où on a partagé l'Afrique, il n'y avait aucun Africain là. Et donc, on ne peut pas s'étonner que lorsqu'on part après Ndende, ou après Mabanda, ou après Moulin-Ibiza, on est au Congo, de l'autre côté du Congo, il y a des gens qui parlent les mêmes langues que nous, qui se définissent suivant les mêmes acquis, les mêmes racines ancestrales que nous. Si vous allez au Cameroun, c'est pareil. Plutôt, si vous allez au nord du Gabon, c'est la même chose. C'est ça aussi la réalité. Et dans cette histoire coloniale, il y a aussi cet élan porté par ceux qui nous ont colonisés, qui ont parfois eu besoin de faire venir des Sénégalais pour aider à réaliser des choses qu'on ne pouvait faire ici. Ils ne trouvaient pas la main-d'œuvre forcément ici. Et donc, c'est tout ça aussi qui bâtit notre histoire. Notre nationalité, bien sûr, elle se définit au travers de l'appartenance portée par les actes d'état civil, mais elle se définit aussi par rapport à tous ces emprunts et toutes ces rencontres. On n'a pas dit qu'un Gabonais, parce qu'il est né dans ces frontières-là, ne peut pas aller épouser une femme ou ne peut pas aller faire des enfants
à l'extérieur. C'est toute la difficulté de l'exercice. Et je dis à ceux qui ont parfois, par rapport à ces questions, un regard un peu chagrin, vous savez, notre pays aurait pu basculer dans des schémas incertains en 2016. Mais celui qui fut candidat en 2016, qu'on considère comme le président élu, que beaucoup considèrent comme le président élu en 2016, il s'appelle Jean Ping. Si on s'en tient au fait que pour être éligible, pour être désigné à une autre fonction dans ce pays, il faut absolument être gabonais de père et de mère, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Jean Ping? Si on veut rembobiner un petit peu, voyez-vous, c'est ça aussi le Gabon. Il faut regarder ces choses froidement. Construire un État, ça demande de la disponibilité, mais aussi de l'endurance, mais de la franchise également. Il faut accepter l'augure de ce que un pays comme le nôtre, vous voyez, même simplement si on regarde la question sous l'angle économique, avec tout ce que nous avons comme potentiel économique, on lance des grands chantiers par-ci, par-là, à travers le pays. Mais on a besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre qu'on ne trouve pas forcément dans notre pays, quantitativement et qualitativement. Le peuplement du Gabon, aujourd'hui, si on prend simplement la période post-indépendance, il faut toujours se souvenir que le chemin de fer transgabonais n'a pas été bâti par les Gabonais. Je ne sais même pas quel pourcentage de Gabonais il y avait pour travailler. Ceux qui ont pris des décisions à un niveau très élevé, qui ont pu être parfois difficiles à accepter pour le reste des Gabonais, c'est quand même bien que celui dont vous parlez, et bien d'autres encore, qui peuvent s'exprimer aujourd'hui, constate que finalement, l'ouverture démocratique, la démocratie, c'est utile parce que c'est tout de même le moyen grâce auquel chaque citoyen gabonais peut prendre la parole librement sans qu'on l'en empêche. Hein? Si ceux-là ont en mémoire qu'ils ont dû ou pu empêcher d'autres Gabonais de prendre la parole, alors, je dis, le CTRI nous donne là une leçon. C'est un enseignement important de constater que quelqu'un qui a été à ce niveau de responsabilité peut partir, peut être interviewé librement sans être entravé. Et c'est ce que je retiens surtout. Et je crois qu'on est en démocratie, le débat est ouvert, le débat est libre. Mais bien sûr, dans les limites de ce qui est acceptable, ce qui est responsable. Et c'est bon, c'est très bien d'ailleurs aussi par rapport à ce que j'appelle les enseignements, parce que au moins on peut se rendre compte qu'il y a dans la gouvernance d'un État des moments où l'on peut parfois se laisser emporter par les prétentions ou alors les facilités qu'offre le pouvoir. Et que quelquefois, quand on n'a plus ces attributs-là, on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément bien. Mais ce qui serait intéressant, c'est de dire, j'ai été là, nous avons été là, nous n'avons pas su faire telle ou telle chose. C'est ce qui serait dommageable, c'est de rester dans la critique, pour la critique, sans pouvoir dire, oui, on sent qu'il y a une amélioration. Moi, ce que je retiens ici, c'est de vous dire, c'est que la démocratie, elle est vivante au Gabon. Elle est active. Je ne connais pas un seul pays en Afrique ici où, à l'issue d'un coup d'État, on permettrait à un ancien haut responsable, haut dignitaire de s'exprimer aussi librement et de vivre dans le pays.